l'Africain doit sortir du calvaire. Oui, moi le tien, je le dis. Et je le dirai, sans cesse et sans cesse. L'être humain noir doit sortir du calvaire. Dieu n'a point créé l'homme noir pour que l'homme noir souffre. Il y a une chose qui me ferait énormément plaisir, que l'homme blanc puisse comprendre. Que nous avons la même couleur du sang. Le sang, il est rouge. L'homme blanc n'a point le sang bleu ou le sang blanc. Nous tous, nous avons la même couleur de sang. Et cette couleur de sang, c'est la couleur rouge. Oui, la couleur rouge. Et les gens doivent comprendre que ça ne sert à rien le mal qu'ils sont en train d'infliger à d'autres êtres humains. Parce qu'ils sont noirs. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui ont dirigé ce monde, qui ont fait immensément de grandes choses. Mais ils ne sont plus. Hein. Ils sont partis. Et l'histoire nous le prouve. Il y a pas mal qui sont partis. Est-ce qu'ils sont restés dans ce monde? Dans ce monde des hommes? Non, ils sont partis. Parce qu'en réalité, dans ce monde des êtres humains, l'homme n'est qu'un passager sur terre. Rien ne lui appartient. Les êtres humains qui vont dire que sur terre, ils sont chez eux, non. Nous ne sommes que des passagers sur terre. Chacun d'entre nous, nous venons sur terre pour une formation. Personne n'est propriétaire de ce monde. Et quand je dis nous venons pour une formation, oui, chacun de nous passe une formation. On appelle cela un stage. Et le jour, quand ta mission elle est terminée, Dieu te récupère. Nous allons suivre Léopold. Oui, très important de le suivre. Parce que Léopold, Léopold II nous a laissé des textes qui sont très importants pour l'être humain noir. Ce qui se passe en Afrique, ça fait mal. Au XXIe siècle, ça fait mal. Les guerres. Oui, les guerres. Les guerres. Ça fait mal. La femme devient une arme de guerre. On se pose la question, pourquoi cette femme, elle a fait quoi? Pour mériter d'être une arme de guerre. Nos enfants ont fait quoi pour mériter ce qu'ils sont en train de mériter? Ça fait mal. Il faut que ça change. L'Africain, il connaît que le calvaire. Il faut que ça finisse. Le jour quand l'Africain sortira de la mer, je serai le plus grand heureux. Le jour quand l'Africain pourra se faire soigner dans les règles convenables, sans se soucier de sa poche, ça me fera plaisir.
Parce que l'histoire de se soucier de la poche, donc le fric, me fait à ce que pas mal de nos enfants, pas mal de nos parents disparaissent en Afrique. C'est-à-dire la maladie efface pas mal des êtres humains en Afrique. Est-ce que nous avons besoin de l'aide du FMI? Non, on n'a pas besoin. Parce que est-ce que le FMI est venu au secours de tout ce qu'ils ont eu comme crise en Europe ou aux États-Unis? Non. Ou dans le reste du monde? Mais pourquoi? Pourquoi le FMI va toujours venir en Afrique pour soi-disant les aider? Aider qui? Est-ce que le FMI aide le peuple noir? Est-ce qu'ils aident le peuple noir qui souffre? Non. Le FMI aide des gouvernements véreux, voleurs, qui dépouillent les populations, qui volent ce qui ne leur appartient pas. Parce que celui qui se dit président dans un pays, mais en réalité, il ne doit pas se servir, mais il doit être là pour le peuple. Mais est-ce que chez nous, en Afrique, les dictateurs, est-ce qu'ils sont là pour le peuple? Est-ce que ces vampires, ces cannibales, ces reptiliens, buveurs du sang et mangeurs de la chair humaine, est-ce qu'ils sont là pour l'être humain africain? Est-ce qu'ils sont là pour le peuple africain? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils ne sont pas là pour le peuple africain. Parce que s'ils étaient vraiment là pour le peuple africain, ils n'allaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais pendant qu'ils sont en train de faire souffrir ce peuple, de faire à ce que ce peuple soit massacré, cela prouve que nous avons affaire à des dingues. À des dingues, oui, car un dingue est un psychopathe mythomane. Oui. Mais Dieu est au contrôle. Car Dieu n'a pas créé l'être humain noir pour que cet être humain souffre. Non. Dieu a créé l'être humain noir pour que cet être puisse bien vivre. Et il faut que ça change, parce que l'être humain noir a besoin de s'en sortir. L'être humain noir n'a pas besoin de baver. L'être humain noir n'a pas besoin de souffrir. L'être humain noir n'a pas besoin d'immigrer en dehors de sa terre. Mais si pas mal de nos parents, jeunes Africains, quittent l'Afrique pour venir en Europe, clandestinement, mais ce n'est pas eux qui le décident. Mais c'est à cause des dictateurs qu'ils fuient l'Afrique. C'est à cause d'un système. C'est à cause d'une politique. Une politique de double visage. Machiavélique. Qui n'est que là pour détruire l'image de l'être humain. Mais quand je vois mon Afrique, je dis non, l'Afrique va mal. Quand je vois mon Afrique, je dis l'Afrique hyperment va mal. Mais est-ce que nous allons continuer comme ça? Non. Nous allons suivre le discours de Léopold II. Car c'est important de suivre ce discours pour comprendre. Et après, nous irons dans d'autres trucs. C'est très important. Je fais ce direct parce que c'est important. Important. Important pour sensibiliser. Très important.
pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteur et du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement.
Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Donc on a écouté Léopold II, mais un bon discours, hein? Un bon discours d'un mythomane, un psychopathe. Parce que pour Léopold II, il se dit que l'Afrique, c'est à lui. Mais Léopold II, si l'Afrique c'était à lui réellement, pourquoi il n'est plus là dans ce monde? Si Léopold II, l'Afrique c'était à lui, pourquoi il n'est pas là? Hein? Si ceux qui sont allés chercher nos parents à l'époque en Afrique et les ont amenés un seul chemin, l'esclavagisme. On a pris des Noirs, on les mettait dans des bateaux comme si c'était des tiroirs. On les entassait plusieurs, comme des tiroirs. Hein? Menottés, enchaînés, du cou jusqu'aux pieds. Les bras. Hein? Si vraiment, ceux qui ont fait l'esclavagisme, si vraiment, ceux qui ont fait la conférence de Berlin 1884-1885, pourquoi ils ne sont plus? Si vraiment l'Afrique était à eux, pourquoi ils ne sont plus? Mais ils ne sont plus parce que Dieu est au contrôle de tout. Dieu le Tout-Puissant, il connaît le début et il connaît la fin. Mais Dieu montre à l'être humain blanc. Tu peux faire ce que tu veux sur terre, mais sache que la vraie justice, c'est le jour que tu te retrouveras dans une caisse. Oui, le cercueil. Parce que la mort, quand elle frappe, elle n'avertit pas. Elle n'avertit pas. La mort, quand elle frappe, elle frappe. Il y a plusieurs catégories de morts. Il y a une mort, tu peux sortir, pas une voiture te bousille. Il y a une mort, tu dors et tu passes. Et il y a des morts là où des rébellions viennent vous violenter sexuellement et vous découpent vivant. Et c'est ce qui se passe au Kasaï, à Beni, à Goma, au Kivu.
est ce qui se passe dans pas mal de pays en Afrique. Le continent africain va mal. Mais il va mal pourquoi? Parce que les dictateurs, mais les dictateurs qui sont là, mais ils sont exactement comme ceux qui étaient sur la table de la conférence de Berlin 1884-1885. L'Afrique va mal. L'homme blanc se dit il peut prendre des êtres noirs et les emprisonner et les accuser de pas mal de meurtres. Mais ils l'ont fait avec Jean-Pierre Bemba. 10 ans. Quand on regarde l'histoire de Jean-Pierre Bemba, mais on se souvient, mais comment Nelson Mandela a bavé à la prison de l'apartheid. Et la CPI n'est que copier-coller, même stratégie de la prison de l'apartheid, où se trouvait Nelson Mandela. Mais la vérité doit être dite. Est-ce que l'être humain doit toujours être esclave de l'être blanc? Mais non! Mais si l'être humain blanc était créé en premier, pourquoi il n'a pas ce que l'Africain a sur sa terre? Mais l'être humain blanc n'était pas créé en premier. C'est l'être humain noir. Et je le redirai tout le temps. Moi, ce que je veux, c'est la vraie justice. Une justice où on respecte l'être humain noir. Nous avons écouté Léopold II. Même s'ils égorgent une poule, ne les invitez pas sur votre table. Mais Léopold II avait un discours des barbariens. Léopold II était un barbare, un sanguinaire. Mais les multinationales, quand vous regardez, comment ils font leur système en Afrique? Mais il n'y a pas de différence avec ce que Léopold II a dit. Mais c'est la continuité. C'est la continuité. Oui, l'un dit, ils auront le retour du bâton. Ah voilà. Et le retour doit être efficace. Parce qu'il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent ce qu'ils ont fait à l'Afrique. Insupportable, incroyable. Il faut qu'ils payent. Parce que l'Africain a tellement souffert. Au XXIe siècle, il y a des Africaines. Elles s'habillent en Afrique. Elle n'a même pas mis un slip. Elle n'a même pas mis un soutien-gorge. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas. Il y a des jeunes filles en Afrique, ou des jeunes hommes en Afrique. Ils mettent tout le temps les mêmes vêtements. Hein? Donc si vous les voyez avec un blouson noir, avec un pantalon jean et une paire de baskets simples, ils auront ça des mois et des mois sur eux. Mais vous vous posez la question, pourquoi? Et on va vous dire non, cette personne est pauvre. Mais pendant ce temps sur sa terre, là où la personne marche, il y a pas mal de minéraux. Pas mal de minéraux. Est-ce que c'est normal que les gens souffrent, les gens soient des pauvres? Je dirais non. Non, c'est pas normal. Nous allons écouter d'abord le discours d'un grand homme. Celui qui a tout donné à l'homme blanc. Même la vie des Congolais. Hein? À cette époque, la vie des Aïrois. Patrice Lumumba, par exemple. Et pas mal de ministres de Patrice Lumumba assassinés. Nous allons... Se développant de sa manière, les Blancs poussent leur barbarie en exploitant l'homme noir. Nous allons l'écouter parce que ce qu'il dit, mais c'est la vérité. Je vais lire
ce qui est écrit avant que sa vidéo ne commence. Discours historique du président Mobutu à la tribune des Nations Unies en 1973. Mais c'est important, c'est important. L'homme noir doit lire, l'homme noir doit suivre ce qui est dans les réseaux sociaux. Nous avons des archives, mais ces archives-là sont très importants pour nous sauver, très importants pour notre équilibre. Mais tant que l'être humain noir va être là que pour des futilités, parce que figurez-vous, il y a pas mal des mères africaines, des pères africains qui aiment être devant leur téléviseur en train de regarder les théâtres africains. C'est des théâtres, par exemple, nigériens, mais dans plusieurs différentes langues. Il y en a. C'est les Lingala, le Lari, hein, mais des théâtres nigériens. Et ils sont là en train de suivre, en train de rigoler. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que ça fera changer l'Afrique? Est-ce que ça fera que l'Africain vivant en Europe qui est au chômage, l'Africain vivant en Europe qui fait que faire des formations et qui lui débouche à aucun emploi? Aucun emploi. Est-ce que cela est favorable pour l'être humain noir? L'Africain en Europe, quand il fait des enfants, on ne lui dit pas, fais 8, hein? Il ne faut pas faire 8 enfants. On ne lui dit pas cela. Mais l'Africain vivant en Afrique, on lui envoie des messages en lui disant, faites moins d'enfants. Car les 8 enfants que vous avez par famille, ou 9, c'est ce qui amène la pauvreté. Grandement faux. Et nous avons entendu le président Emmanuel Macron le dire. Envoyer des messages à l'Afrique. Mais pendant ce temps, il avait condamné hier l'esclavagisme. Voilà. Mais en réalité, il n'a rien condamné parce qu'au fait, il est d'accord. Parce que tu ne peux pas donner des conseils à des familles et des gens qui sont responsables. Est-ce que lui, il a des enfants? Il n'a pas. Il n'a pas. Qu'il montre ses enfants qu'il a eus. Il n'a pas. Mais nous, on a des enfants. Et il ose donner des conseils à l'Africain en Afrique. Il y en a marre. On va suivre le discours de Maréchal Mobutu. C'est important. Un grand honneur de vous faire savoir que nous avons parmi nous son Excellence, Monsieur le Président de la République du Zaïre. Et je prie Monsieur le chef du protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, le général Mobutu Sese Seko Kuku Gebengdu, jusqu'à la tribune. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole à cette tribune. Je ne peux m'empêcher en outre de vous féliciter au nom des ressortissants des pays appelés communément du tiers-monde de votre brillante élection en qualité de président de l'Assemblée générale des Nations unies. Je ne doute pas que grâce à vos qualités d'homme d'État confirmés, vous assumerez ces lourdes fonctions avec compétence, à la grande satisfaction de cette Assemblée et à la fierté des pays dits du tiers-monde. En lisant votre biographie, j'éprouve aussi un grand plaisir, une grande fierté de savoir
que vous êtes un ancien journaliste comme moi-même. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le peuple zaïrois, regroupé tout entier au sein du mouvement populaire de la Révolution, notre parti national, m'a chargé de présenter, à travers cette auguste assemblée, les remerciements des citoyennes zaïroises et des citoyens zaïrois à l'Organisation des Nations Unies. Si une infime minorité des pays membres de cette organisation avait refusé de participer à l'opération Congo à l'époque, la grande majorité a cependant mis spontanément des troupes à sa disposition ou est intervenue financièrement pour cette opération, ce qui a permis de maintenir la paix, l'unité et l'intégrité du territoire national. Aux uns et aux autres, à travers l'Organisation des Nations Unies, le Zaïre dit grand merci. Je saisis également cette occasion pour rendre hommage aux secrétaires généraux de l'Organisation mondiale qui en sont véritablement la cheville ouvrière et qui en assurent la gestion journalière. Mes pensées vont spécialement à M. Daga Marshall, mort en service commandé pour notre importante organisation et pour la République du Zaïre. Mes hommages s'adressent ensuite à U Thant, son successeur, qui s'est dépensé corps et âme pour le maintien de la paix dans le monde et qui s'est montré particulièrement attentif à la cause zaïroise. Je me félicite enfin de la désignation de M. Kurt Waldheim en qualité de secrétaire général de l'ONU, à qui je souhaite une carrière aussi brillante que fructueuse. Monsieur le Président, tout le monde sait quelles ont été les circonstances d'accession de mon pays à l'indépendance. En 1960, le Zaïre, qui s'appelait alors Congo, s'est effondré en une nuit comme un château de cartes. Plusieurs experts en matière de colonisation avaient conclu hâtivement non seulement à une sorte d'incapacité congénitale du peuple zaïrois, mais également démontré par là que l'indépendance des pays neufs était une mauvaise opération. Nous étions présumés et jugés incapables de nous gouverner sans l'aide des colonisateurs. Mais, à notre avis, cet accident du Zaïre était prévisible. Malgré que, dans l'acte de Berlin de 1885, le bassin du fleuve Zaïre était ouvert au monde entier. De plus, à l'accession du Zaïre à l'indépendance, mon pays, 80 fois plus grand que son ancienne métropole, comptait moins de 10 cadres nationaux ayant terminé leurs études universitaires, et dont l'administration, l'armée, le secteur privé, il n'y avait pas un seul cadre zaïrois. C'est pourquoi nous avons vécu de 1960 à 1965 une époque néfaste pour notre peuple, et nous sommes obligés de reconnaître que l'anarchie, le chaos, le désordre, l'inconscience et l'incapacité régnaient en maître au Zaïre. Certains d'entre vous consultent peut-être le dictionnaire pour connaître la définition du mot anarchie, alors qu'au Zaïre, nous l'avons tellement vécu que nombre de personnes croyaient que le mot anarchie était une invention zaïroise. C'est pourquoi tout désordre dans n'importe quelle partie du monde était baptisé du nom de congolisation. Notre pays n'a pas seulement souffert à cause de l'impréparation politique, mais également et surtout suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est, les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles.
Les uns voulaient nous recoloniser économiquement, tandis que les autres voulaient nous dominer idéologiquement. Le Zaïre, qui est passé d'un chaos indescriptible à un pays organisé et gouverné, a fini par reconnaître, à partir de sa malheureuse expérience, ses véritables amis. Interprétation des problèmes qui se posent à nous tous. Nous commencerons d'abord par notre propre continent, l'Afrique. Car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leur substance fondamentale, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes, ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre au XIXe siècle des allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Fin de citation. C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépecèrent comme des vautours le continent africain. Il n'y aura plus de razzia esclavagiste qui leur coûtait cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation des Noirs n'est plus sporadique, mais elle devient systématique, permanente et définitive par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ces négriers. Le Noir n'a plus à échapper aux razzias, car il perd tout simplement ses droits, sa patrie et sa liberté. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, son authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant le Noir d'être inférieur. Car, disait-il, le colonisateur blanc était différent du colonisé noir, donc le blanc était supérieur au noir. Et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi qu'autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. L'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. À partir de cette période,
partir de cette période, nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines, car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. En effet, les mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui de mon pays, le Zaïre. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zaïre, un mercenaire blanc venu d'Europe s'était proclamé sans rire président de la République du Zaïre. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition, non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'État du Zaïre que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. Une telle provocation est pour moi une insulte intolérable que je ne peux pardonner. Au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévaut actuellement en Angola, en Rhodésie, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, est impensable sans un soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie. Sans démocratie, sans aucune force militaire. Son seul record est le taux le plus élevé d'analphabètes en Europe. Sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN, car ce pays avec ses colonies est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Le volume d'investissement et de capitaux venant de l'Occident augmente de jour en jour dans les colonies portugaises. La construction du barrage de Cabora Bassa, qui servira à alimenter en grande partie la République sud-africaine, monte sans équipe. Je vais lire un peu ce que le frère a dit, après nous allons reprendre la vidéo du maréchal Mobutu. Ce sont eux, les inhumains, pour avoir fait de telles atrocités, tout en sachant que ça continue encore. Oui, parce que nous sommes au XXIe siècle, mais ça continue. Et j'ai fait même avant, j'ai fait des directs où ce que j'ai dit, l'histoire ne fait que se répéter. Ça se répète. Ça se répète. Ce que nous voyons au XXIe siècle, la maltraitance de l'homme noir, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, ça se répète. L'histoire se répète. Et c'est voulu, parce que pour l'homme blanc, l'être humain noir, il n'a aucun droit. La vie de l'être humain noir pour l'homme blanc, c'est zéro. C'est zéro. Regardez les juges quand ils se mettent à juger des noirs. Mais c'est comme s'ils parlaient à des noirs qu'on mettait à l'époque à la vente, comme une voiture. Regardez au XXIe siècle. Des Libyens en train de prendre de noirs et de les vendre au prix d'un smartphone ou moins d'un smartphone. Imaginez. Ça fait mal. Est-ce que nous, en Afrique, on a déjà pris un homme blanc et on lui a attaché et dire nous vendons ce blanc à 500 ou 600 dollars? On ne l'a jamais fait. Mais l'homme noir est un être humain
de respect, qui connaît la valeur. Mais est-ce que l'être humain blanc connaît la valeur? Mais il ne connaît pas de valeur. Pour lui, l'être humain noir n'a aucune valeur. Comment ça se fait au XXIe siècle? L'être humain noir, on le prend toujours pour un zéro. On le prend toujours pour nettoyer les toilettes. On le prend toujours comme une serpillière. L'être humain noir, au XXIe siècle, vit toujours comme si c'était l'esclavagisme. Mais sauf que l'esclavagisme, à l'époque, quand ils ont pris nos parents, ils les ont amenés. Ils les ont amenés, c'était avec des chaînes. On les mettait dans des bateaux comme des étagères. On les mettait comme ça, comme des étagères. Des étagères dans le bateau. On les amenait, on les vendait. Et quand ils devraient prendre 400 noirs dans un pays africain, les bateaux français ou britanniques ou portugais prenaient 900, d'autres prenaient 800. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Vu qu'ils avaient un quota qu'ils devaient amener, ils jetaient les restes dans la mer. Mais voilà pourquoi les migrants aujourd'hui, quand ils fabriquent des bateaux, les migrants quittent l'Afrique. Mais attendez, imaginez, ils quittent l'Afrique. Il n'y a rien eu durant leur passage en quittant l'Afrique. Mais dès qu'ils arrivent seulement dans des ports, des territoires libyens, il y a des bateaux de ces Africains de fabrique qui coulent. Mais essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Pourquoi on ne montre jamais les cercueils, on ouvre pour voir les corps de ces Africains morts dans la mer? Mais parce que c'est triplé de plusieurs balles. C'est triplé de plusieurs balles. Il y a eu un général français à la retraite, de l'époque de François Mitterrand, mais qui a su bien démontrer, il a dit, ce qui se passe dans l'eau où les migrants sont avec leurs bateaux. Mais on dit que les bateaux ont coulé. Grandement faux. Il a démontré, il a dit, mais il y a des sous-marins européens. Ils ont des techniques. Ils ont des bombes, mais qui n'explosent pas. Mais qui viennent juste à côté d'un bateau et qui se mettent à faire un creux comme une perceuse. Et ça trouve le bateau et les gens coulent. Mais parce que pour eux, l'être humain noir, il doit couler dans la mer, car l'histoire se répète. Ils ont jeté des parents africains qu'ils avaient pris en Afrique. Ils avaient pris en masse, mais d'autres ils ont jeté. Parce que s'ils amenaient tout ce monde-là, ils allaient avoir des problèmes avec leurs grands maîtres qui les ont envoyés. Donc ils jetaient une grande partie et ils le cachaient. Mais l'histoire, tellement, l'histoire, même si vous la cachez, mais Dieu fera à ce que un fera sortir cette histoire. Voilà. Ça fait éperdument mal ce qui se passe en Afrique. Voilà pourquoi les Africains ont... Nous avons pas mal de données. Des données qui sont dans les réseaux sociaux. Mais nous devons nous intéresser de ces données. Parce qu'il y a des Africains qui se posent mille et questions. Mais pourquoi nous vivons cette situation catastrophique en Afrique? Mais écoutez le message de Maréchal Mobutu et vous allez comprendre. Vous allez comprendre que c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Nous allons écouter le Maréchal Mobutu, c'est très important. Très important. Que les puissances intéressées s'opposeront toujours à la libération et à l'indépendance des pays précités. D'ailleurs,